Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 4e et 5e victoire française de ski à Sestrières. Le Français Patrick Russell gagne le slalom et son compatriote Henri Duvillard le combiné de Sestrières. De Burgos attendent du verdict 300 manifestants dans l'abbaye de Montserrat. Guy Claes fera un rapide tour d'horizon politique. Vous connaîtrez aussi, puisque vous êtes contribuable, le nouveau système de paiement de vos impôts en 1972. François de Closet nous expliquera comment on mesure le diamètre de la Terre, ce qui est pour lui un sujet tout à fait familier. Voilà l'essentiel de ce journal. Commençons par Burgos et l'Espagne qui vivent dans l'attente du verdict. Les 16 accusés doivent, selon les meilleurs observateurs, connaître ce verdict probablement mercredi. En attendant, après la province basque de Guipuscoa, c'est la Catalogne qui bouge. Il ne s'agit pas d'une émeute, mais plutôt d'une manifestation à l'origine symbolique, d'un geste symbolique dont le gouvernement pourtant ne sous-estime pas la portée. Samedi soir, 300 intellectuels, parmi lesquels le peintre Miro, le chanteur-compositeur Ramon, je cite les noms qui sont les plus connus des Français, se sont enfermés dans le monastère de Montserrat pour protester contre le procès de Burgos. Hier soir, la garde civile sommait les contestataires de quitter les lieux. Ils refusaient. Le prieur de l'abbaye, le père Cassia Just, les invitait d'ailleurs à rester sur place. Il faut rappeler que le monastère de Montserrat a une grande signification pour les Catalans. L'émission du XXe siècle nous le montrait mardi dernier avec Philippe Alfonsi. C'est dans la montagne, au cœur de la Catalogne, que les contestataires ont trouvé leur premier porte-parole, le père abbé Escarré, supérieur des moines bénédictins de Montserrat. Le père abbé est mort, mais son successeur lui est resté fidèle. Dans son monastère, il n'entre pas que des moines. Il y a aussi des étudiants, des ouvriers, qui cherchent à s'exprimer librement. Et le chant de Montserrat, un chant religieux, est devenu un chant de révolte en Catalogne. Comment se fait-il que des gens viennent se réunir ici à Montserrat et qui ne sont pas particulièrement religieux? Oui, parce que Montserrat, il existe dans Montserrat une scène pas seulement religieuse, mais aussi un centre dans l'histoire moderne de la Catalogne, un centre de retrouvement des groupes, parce qu'il n'y a pas possibilité peut-être dans d'autres lieux de se regrouper. L'actuel père abbé, le padre Rust, indépendant du pouvoir, il sait le montrer. La semaine dernière, il a fait distribuer dans les églises de Barcelone un tract dénonçant le procès de Burgos et affirmant que les Basques étaient victimes d'injustice. En ce qui concerne les diverses pressions exercées sur le chef du gouvernement espagnol pour l'inciter à une certaine clémence dans ce verdict, il va sans dire que ce sont les pressions intérieures espagnoles qui sont les plus importantes, et il va sans dire que lorsqu'un ministre comme M. López Bravo, le ministre des Affaires étrangères, s'entretient pendant plusieurs heures avec le général Franco, met en avant les succès économiques ou politiques à l'extérieur de l'Espagne, cela pèse davantage qu'une manifestation à Copenhague aux yeux du chef d'État espagnol. Enfin, il y a une hypothèse des observateurs qui attire particulièrement l'attention ce matin, c'est celle qu'on appelle de la porte de sortie. Qu'est-ce à dire? Eh bien, si le verdict devait comporter des peines de mort, le capitaine général Garcia Reboul pourrait refuser de le contresigner, pour vice de forme par exemple, et les avocats en soulignent de nombreux. Il renverrait le dossier devant le Conseil suprême de la guerre et de la marine. Cela, le code militaire espagnol l'autorise à le faire. Dans ce cas, l'instruction repartirait à zéro et cela ferait gagner au minimum 6 mois au gouvernement et bien entendu aux accusés également.
argument en faveur de cette hypothèse le désir de certains éléments de l'armée de ne pas être assimilés à des gardes de chiourme ou des exécuteurs des basses œuvres. Argument défavorable, le général Franco a une conception plutôt rigoureuse des devoirs militaires. Bruxelles, eh bien à Bruxelles, c'est une grande semaine européenne qui commence aujourd'hui. Deux grands dossiers, celui de la période transitoire à accorder à la Grande-Bretagne après son admission dans le marché commun, et puis celui de l'union économique et monétaire à réaliser au sein de la communauté. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus d'une fois, bien entendu. À Paris, l'important organisme européen qui est l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Le président Georges Pompidou a voulu montrer que rien de ce qui est européen ne lui est étranger. Alors il s'est rendu personnellement ce matin au château de la Mette où il a prononcé un discours dans lequel il a mis les pays riches en garde contre la tentation d'un retour au protectionnisme et où il a aussi remis en question en passant le rôle du dollar comme monnaie de réserve universelle puisque la balance des paiements américaine, comme vous le savez, est en déficit permanent. L'OCDE est née à Paris il y a de cela 10 ans. Son acte de naissance a été paraphé le 14 décembre 1960, ici au Quai d'Orsay, que vous venez de voir, par les ministres des Affaires étrangères des 18 pays européens auxquels s'étaient joints le Canada et les États-Unis. But de cette organisation, faire progresser l'économie des pays signataires et stimuler les échanges internationaux. Londres, la grève de l'électricité entre dans sa phase aiguë mais peut-être finale avec état d'urgence et constitution d'un tribunal d'enquête demandé par les syndicats. Devant la télévision britannique, un éleveur de poulets que vous voyez ici se plaint aux syndicalistes d'avoir perdu des centaines de mères poules électriques à cause de la grève et la discussion, comme vous l'avez vu, s'est poursuivie avec des arguments frappants. On a inversé l'image, l'ordre était l'inverse. On a commencé par discuter puis se frapper. Est-ce le commencement ou plutôt la poursuite de la terreur à New York? Le building de la General Electric au coin de la 50e rue et de la Lexington Avenue à New York a été secoué par une très violente explosion vers 1h15 lundi matin. Quelques minutes auparavant, un coup de téléphone avait été donné pour prévenir qu'une explosion allait se produire. On ignore encore l'étendue des dégâts. C'est une organisation qui réclame l'indépendance de Porto Rico qui aurait téléphoné. À Paris, le roi Hussein de Jordanie, venant des États-Unis, est arrivé hier dimanche dans notre capitale. Il déjeune aujourd'hui avec le président Pompidou et se rendra à Colombey-les-Deux-Églises où il se recueillera sur la tombe du général de Gaulle. Le roi Hussein, que vous avez vu derrière moi s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Maurice Schumann, va demander à M. Pompidou d'user de son influence pour relancer et la concertation à 4 et la négociation Yaring. Il faut rappeler que les organisations palestines recommencent à s'agiter en Jordanie et qu'une fois de plus, le roi Hussein attend l'orage. Reprendre pendant qu'il en est encore temps la négociation Yaring, c'est aussi ce qu'on a demandé au général Moshe Dayan aux États-Unis, le ministre israélien des Affaires étrangères. Avant de rentrer à Tel Aviv, a d'ailleurs qualifié le roi Hussein, qui venait lui aussi de visiter New York, d'homme le plus honnête parmi les hommes d'État arabes. À Prague, M. Oldřich Černík, qui a 49 ans, l'ancien chef du gouvernement fédéral tchécoslovaque, vient d'être expulsé du Parti communiste de son pays. Avec lui disparaît de la scène un des rares dirigeants du printemps de Prague qui avait conservé des fonctions après la chute d'Alexandre Dubček en avril 1969. Après avoir renié le printemps de Prague, comme il l'a fait, ne lui aura donc servi à rien. Venons en France maintenant, où le dimanche est assez souvent une journée politique, une journée politisée. Versailles et Suresnes se sont fait remarquer par deux apparitions importantes, celle de M. Valéry Giscard d'Estaing et celle qui serait plutôt une réapparition guiglesse de M. François Mitterrand. Un de nos confrères ce matin a pu parler de la longue marche que ces deux hommes politiques vont entreprendre. Ce n'était pas une allusion à Mao Tse-tung, c'était une allusion, bien entendu, à l'horizon des présidentielles de 1976. Oui, il est certain que M. Mitterrand et Giscard d'Estaing sont deux hommes qui méritent qu'on les suive, parce qu'ils font figure de leaders dans une période où la politique a besoin de personnalisation, et que finalement, des leaders, eh bien, il n'y en a pas tellement. Cela dit, leurs problèmes à tous les deux sont assez différents.
Pour M. Mitterrand, il s'agit de repartir presque à zéro, en essayant de recoller les morceaux de la gauche non communiste, faire contrepoids au Parti communiste, car M. Mitterrand est convaincu que jamais les Français n'accepteraient de donner le pouvoir à la gauche si le Parti communiste en était l'élément le dominant, l'élément le plus fort. Donc hier, M. Mitterrand a accepté de redevenir président de la Convention des institutions républicaines, et je crois qu'on peut dire qu'effectivement, il commence un nouveau parcours qui devrait le mener à conduire la gauche unie à la première bataille des législatives de 1973, avant les présidentielles de 1976. Et il a un nouvel atout, c'est qu'il est le seul à gauche qui fasse figure de leader, tous les sondages le prouvent, et surtout les socialistes, qui étaient assez méfiants avec lui dans le passé, sont maintenant prêts à admettre qu'il peut être leur porte-drapeau. Oui. Donc à suivre. C'est un cas tout à fait différent avec M. Valéry Giscard d'Estaing, qui lui n'est pas seul dans la majorité. Ah oui, il y a de la compétition dans la majorité, l'UDR a ses propres leaders, et le problème pour M. Giscard d'Estaing, c'est tout en jouant loyalement le jeu de la majorité, et ça il a beaucoup insisté là-dessus hier à Versailles, tout en jouant ce jeu loyalement, il s'agit pour lui d'étendre l'importance et l'influence des républicains indépendants, de façon à pouvoir un jour parler armes égales avec l'UDR, en vue donc sans doute aussi des présidentielles, il ne faut pas se le cacher, mais peut-être par le biais d'une élection primaire. C'est une idée de M. Giscard d'Estaing et on peut penser qu'il n'y renoncera pas de sitôt. Alors il reste un troisième homme, c'est M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui lui a annoncé que surtout il ne se présenterait pas, n'est-ce pas, qu'il n'était pas candidat pour 1976. Oui, dans l'hypothèse où il y aurait déjà des États-Unis d'Europe, mais s'il n'y en a pas, on verra bien ce qui se passera à ce moment-là. En tout cas, pour M. Servan-Schreiber, eh bien, sa cote personnelle, toujours selon on croit les sondages, serait assez en baisse, mais il semble que certaines des idées qu'il a lancées, en particulier concernant la régionalisation, auraient fait du chemin. Un sondage vient d'être réalisé par la Sofres pour l'émission à armes égales de demain, qui porte précisément sur les régions. Et ce sondage est assez étonnant. Il révèle que 64% des Français souhaitent que les régions aient des pouvoirs étendus, et surtout 59% d'entre eux seraient partisans d'un président de région élu au suffrage universel. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est quelque chose d'énorme. Quand on songe à ce que l'élection au suffrage universel du président de la République a changé dans le rôle du président de la République, on imagine ce que pourrait être un chef de région élu au suffrage universel. Ça serait vraiment une très grande puissance. Et je doute que le gouvernement, que M. Pompidou et Chaban-Delmas soient prêts à aller jusque-là. En tout cas, ça sera un des thèmes de débat dans la politique française dans les années et dans les mois qui viennent. Et ça peut peut-être permettre à M. Servan-Schreiber de rebondir vraiment. Bon, eh bien, Guy Claes, il ne reste plus qu'à nous informer de cette nouvelle que les contribuables attendent avec impatience, celle qui concerne le règlement des impôts. Oui, vous savez que M. Giscard d'Estaing avait annoncé qu'il essayerait de mettre au point un système de paiement mensuel de l'impôt. Eh bien, il vient de nous présenter ce matin son projet. Son projet consiste en ceci: on paierait chaque mois 1/10 de la somme qu'on avait payée l'année précédente. Si vous avez payé, mettons, 100 000 francs d'impôts cette année, vous payeriez 10 000 francs au mois de janvier, 10 000 francs en février, etc. Ceci pendant 10 mois. Au bout de 10 mois, vous auriez donc payé la même somme que l'année précédente, mais si vous payez davantage d'impôts, eh bien le solde, qu'on paye ordinairement entre le mois de septembre et le mois de décembre, ce solde serait payé en 2 fois, par moitié, en novembre et en décembre. Je m'empresse de vous préciser que ce serait un système facultatif qui pourrait être mis en application à partir du 1er janvier 1972. Ceux qui ne voudraient pas employer ce système pourraient continuer à verser par tiers et le solde à l'automne. Ce sera à eux de choisir. Voilà. Je vous remercie. Faut-il le rappeler, la France est un pays maritime, ce qui veut dire que les ports français ont un rôle clé à jouer et dans l'aménagement du territoire et dans le développement industriel, économique, ce que M. Alma Chalandon, ministre de l'Équipement, vient de rappeler dans le port du Havre. Nous sommes dans une économie de compétition, où c'est le meilleur qui gagne et où le meilleur peut se trouver à l'étranger. Et puis nous savons aussi que nous devons industrialiser notre pays, comme l'a dit maintes fois le président de la République, et comme va inscrire le 5e plan dans ses préoccupations. Or, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, les ports vont jouer un rôle de plus en plus important. Aussi bien dans la compétition économique, parce que les problèmes de transport risquent d'être l'élément décisif, c'est-à-dire de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans la compétition entre les entreprises, entre les producteurs, et puis parce que les ports vont devenir les pôles d'attraction pour les industries, pour, par conséquent, ceux qui investissent dans l'industrie. Et le fait de disposer de grands ports modernes, avec de grandes zones, beaucoup d'espace, par conséquent, pour l'implantation des entreprises, va être un facteur décisif pour le développement économique.
Il faut ajouter à cela une considération d'ordre technique, c'est l'évolution des transports maritimes, et notamment le fait que la dimension des navires augmente régulièrement et même très vite. De même qu'aujourd'hui, il faut avoir des grandes entreprises industrielles, eh bien, il faut de grands navires. Et des ports traditionnellement très importants, comme Anvers, Rotterdam, qui sont nos principaux concurrents et qui jusqu'à maintenant nous ont dominés très largement, vont se trouver défavorisés parce qu'ils n'ont pas des sites naturels qui permettent l'accès aux très grands navires. Alors que la France dispose, du fait de la nature, de sites, eux, qui sont accessibles aux plus grands navires, et particulièrement le Havre. Nous devons par conséquent exploiter ces avantages naturels et constituer des équipements tout à fait modernes pour que peu à peu le trafic international qui va vers l'Europe notamment, ou qui en part, passe le plus possible par nos ports. Parce que du même coup, ce seront des facteurs très encourageants pour l'implantation d'industries nouvelles et par conséquent pour le développement de l'emploi en France dont nous avons un grand besoin. Alors après ces propos du ministre, un exemple, Flosse-sur-Mer, une enquête de Christian Guy. Parce que la production de l'acier double tous les 13 ans, ce pêcheur du golfe de Fos près de Marseille cédera bientôt sa place à des hauts-fourneaux. L'acier, traditionnellement, c'était la Lorraine, où gisait le minerai de fer, s'implantaient les usines. Et aujourd'hui encore, 60% de l'acier brut produit par la sidérurgie française vient de l'Est. Mais les mines lorraines ne sont pas inépuisables. Au rythme actuel de son extraction, le minerai aura disparu en l'an 2000. Il faut donc le chercher ailleurs. En Afrique, en Amérique, en Australie même. Car l'autre bout du monde aujourd'hui, même pour de gros tonnages, ce n'est pas trop loin. Ce minéralier géant que l'on achève en ce moment dans les chantiers de France-Gironde à Dunkerque pourra transporter 125 000 tonnes de minerai à une vitesse de près de 20 nœuds. 3 allers-retours par mois avec les mines de Mauritanie au moindre coût. D'où l'idée de construire les usines de production de l'acier près des ports, au bord de l'eau. Déjà, Usinor s'est installé à Dunkerque, où il assure 30% de la production française. Et dès le début de 1971, la Solmer, filiale du premier groupe sidérurgique français, de Wendel-Sidélor, entreprend la construction d'une nouvelle usine à Fos-sur-Mer, sur les bords de la Méditerranée. Pourquoi Fos? D'abord parce qu'il existe un port. Opérationnel depuis 1968, il reçoit des pétroliers de 250 000 tonnes et bientôt de 500 000 tonnes. Déjà, sur le quai aménagé pour les bateaux de gros tonnage, on décharge du minerai. Et puis surtout parce que Fos, c'est la Méditerranée. Or, les pays qui l'entourent ont actuellement un rythme de développement supérieur à ceux du nord de l'Europe. Comme le montre cette carte des usines sidérurgiques installées depuis une quinzaine d'années, le bassin méditerranéen n'est plus seulement le cimetière des civilisations mortes. Dès 1973, l'usine de Fos commencera à produire de l'acier. En 1980, elle atteindra le rythme de 6 à 7 millions de tonnes par an, plus du quart de la production nationale actuelle. Pour utiliser cet acier brut, le transformer, la région marseillaise, vouée au négoce depuis des siècles, devra donc s'industrialiser. Tout construire à partir de rien, bâtir une sorte de Brasilia technique, cela pose des problèmes, et d'abord celui de l'implantation des usines de transformation sur ce qui n'est encore qu'un désert. On parle depuis quelque temps d'instituer une vignette pour les bateaux de plaisance, comme il en existe pour les automobiles. Ce n'est pour le moment qu'un murmure, mais c'est un murmure qui fait beaucoup de bruit déjà. Louis Doucet. Depuis quelques années, la navigation de plaisance connaît en France un essor considérable. Les services de la marine recensent aujourd'hui quelques 300 000 bateaux particuliers, alors qu'il y a 15 ans, on en comptait tout juste 50 000. C'était alors l'âge d'or pour les propriétaires, avant de devenir par la nature des choses, celui de l'État. Il fut un temps, monsieur, il n'y avait pas ces taxes sur les bateaux. Non, nous n'avions rien et nous étions complètement exonérés de la TVA. Nous dépendions simplement d'inscription maritime qui a payé une petite taxe. Un petit rôle de pêche. Petit rôle de pêche, plus exactement. Ouais. Après, nous avons eu suppression de la détaxe sur l'essence. Après, nous avons eu l'augmentation des différents taux de TVA. Après, le carnet de francisation auquel était liée une taxe dite de francisation.
Et maintenant, malheureusement, on parle d'instaurer une vignette, comme une vignette automobile. Et la profession et notre société en particulier ne voient pas ça d'un très bon œil. Toute taxe qui est ajoutée au prix d'un produit influe forcément sur la vente. La clientèle est très sensible. Il y a quelques années, l'État considérait qu'il ne pouvait y avoir que des milliardaires qui avaient des bateaux. Et maintenant, ça s'est démocratisé, la plaisance. On peut acheter des bateaux d'occasion pour moins cher, par exemple, qu'une DS. Et alors, pourquoi taxer des gens qui ont une DS et on taxe des bateaux alors d'une façon excessive parce qu'on considère toujours que c'est un luxe, alors qu'à mon avis, c'est plus du tout un luxe. Il y en a qui préfèrent la voiture, d'autres qui préfèrent la mer. Nous n'avons pas de voiture, nous préférons la mer. Alors on va arriver à, je sais pas, tuer un peu la plaisance, enfin des rentiers comme nous. Il y a quantité de gens qui achèteraient des bateaux et qui ne les achètent pas à cause de ces frais supplémentaires qu'on ajoute tous les ans. C'est déjà que l'hiver, les propriétaires ont réduit les équipages parce que c'est cher. Alors si en plus on leur impose une vignette, ça peut faire partir des bateaux des ports français. Que chacun des bateaux, c'est pour leur plaisir. Vous voyez, celui qui faut travailler, c'est normal qu'il ne paye pas, mais celui qui a un bateau pour son plaisir, il n'a qu'à payer. Alors là, la vignette, je crois que les propriétaires ne seront jamais d'accord. Il y a trop de frais, c'est trop... C'est trop pour le petit retraité, pour le petit ouvrier, il y a trop de frais. On disait que la vignette pour les voitures, c'était pour les vieillards. Cette vignette éventuelle pour les bateaux, ce serait pour qui? Je ne sais pas exactement. Le gouvernement, l'État a besoin d'argent. Je pense que c'est une façon comme une autre d'en trouver. Non, il n'y aura sans doute pas de vignette bateau au bénéfice des vieux marins, mais il est possible, s'il y a vignette, que son produit aille aux sociétés de secours en mer. Bon, s'ils ont la vignette, ils garderont malgré tout le soleil. On m'informe à l'instant que le roi Hussein de Jordanie est arrivé à l'Élysée, où se trouve Jean-Pierre Anquery, que je vais appeler immédiatement. Je pense que nous allons entrer en communication avec Jean-Pierre Anquery. Faites présenter les armes. Déjeuner à l'Élysée, suivi d'un entretien tête-à-tête avec M. Pompidou, Hussein ne se présente pas seulement ici en tant que roi de Jordanie, mais également en tant que porte-parole de l'ensemble des États arabes modérés. Le roi Hussein, donc, insistera sur la fragilité du cessez-le-feu avec Israël et également sur la situation explosive de son pays pour inciter les dirigeants français à tout mettre en œuvre pour relancer la concertation à 4 et la négociation Jaring. Il s'adressera d'ailleurs à des gens déjà convaincus. La politique des deux gouvernements sur ce point sont très voisines. Mais il sera aussi question des problèmes bilatéraux avec un élargissement des relations culturelles, l'envoi de coopérants français en Jordanie et un important échange de programmes télévisés. Comme vous le voyez, c'est tout de même un peu plus qu'une simple visite de courtoisie. Samedi, François de Closet a un important lancement de satellite français. C'est le 6e succès français en ce qui concerne lancement réussi, puisqu'il n'a jamais eu d'échec, comme vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Alors vous allez d'abord nous montrer le lancement par la fusée Diamant B, puis alors ensuite nous parlerons du travail de Péole, notre Eh bien, effectivement, nous avons reçu les documents pris par les moyens de film de la base du centre spatial. C'est-à-dire que nous allons vous montrer ce lancement au ralenti. Voilà, l'allumage, 1500 images secondes, c'est très ralenti là. François de Closet, une question qui vous paraîtra un peu rudimentaire, mais comment est-ce qu'on allume une fusée? Je sais que c'est pas avec une allumette, mais... Dans ce cas précis, il y a rupture d'une membrane qui fait que des gaz sous pression se précipitent dans les réservoirs, poussent les liquides dans la chambre de combustion. Aussitôt, ces liquides sont tels qu'au contact, ils s'enflamment et la fusée décolle. Nous assistons donc maintenant au décollage. Vous savez qu'on avait attendu ce samedi, il y avait ces nuages qui étaient juste au-dessus, mais l'humeur du ciel de Kourou varie très rapidement. Une demi-heure après, on était en plein ciel bleu. Lorsque Diamant s'est élevé, ce fut un lancement magnifique.
Ce qui m'intéresserait, ce serait aussi de connaître le prix d'un lancement comme celui-là, parce qu'on peut se demander si un jour il n'y a pas des entreprises privées, n'est-ce pas, qui voudront lancer un satellite. C'est très vraisemblable. Il y a déjà des entreprises. Là, vous assistez à la montée, vous voyez ce panache de condensation dans la haute atmosphère. On le constate également sur des avions à réaction. Vous allez assister à la séparation des étages. C'est évidemment des cinéthéodolites qui, à grande distance, voilà, assurent cette poursuite dans des conditions exceptionnelles. Ce qui est certain, c'est que de plus en plus, effectivement, les entreprises privées, des particuliers ou des pays peuvent être intéressés. Par exemple, il y a des agences de presse qui ont envisagé d'avoir des satellites. Eh bien, et d'un autre côté, il est évident qu'un lance-satellite comme Diamant est quelque chose de tout à fait civil et qu'on peut en fait, d'ailleurs la France cherche à commercialiser ce lance-satellite auprès des pays pour des expériences scientifiques. Un lancement comme celui-là, je crois comme ordre de grandeur, avec la base et les lancements de la fusée, ça reviendrait entre 1 milliard ancien et 1,5 milliard tout compris. La charge en orbite. Je pensais davantage même. En tout cas, alors en ce qui concerne Péole, le travail de mesure du diamètre de la Terre, j'aimerais que vous nous expliquiez comment. Va commencer, en fait, vous savez qu'il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place avec des réflecteurs laser autour de la Terre sur les premiers satellites français de Diadème, sur les Américains Géos, les réflecteurs sur la Lune. Il y a toute une conjuration planétaire pour prendre la géodésie laser et mesurer la Terre au centimètre près. Alors, Péole, c'est un élément de plus. Le gros intérêt, c'est qu'il est pratiquement en orbite équatoriale. Donc, c'est un nouvel angle pour mesurer la Terre. L'intérêt de tout ça, c'est toujours le même. Quand on connaîtra la Terre au centimètre près, on saura ce qui s'y passe, car ça se passe si lentement qu'il faut voir les choses au centimètre pour les mettre en évidence. Je vous remercie. Eh bien, d'un succès, nous allons passer à l'autre, Patrick Chaput, avec le ski français. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure dans le journal, c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui, puisque le ski français remporte sa 4e victoire consécutive, après Françoise Maky, Michel Jacot et Henri Duvillard. C'est ce matin Patrick Russell qui a remporté le slalom de Sestrières, de justesse il est vrai, avec seulement 80 centièmes d'avance sur 2 manches, sur l'Italien Gustavo Toni. Duvillard, qui est 5e de ce slalom, remporte le combiné. Rendez-vous maintenant pour la suite de ce festival, la Val d'Isère, puisque vous savez que les Français se retrouvent avec tous les étrangers, pour le critérium de la première neige à partir de mercredi. Boxe ce soir au Palais des Sports, un match qui sent la poudre, puisque Joe Gonzalez et Jean-Claude Boutier vont se rencontrer pour un match prévu en 10 reprises, mais qui n'ira peut-être pas jusqu'à la limite. En effet, Jean-Claude Boutier, que voici, a fait de gros progrès en s'entraînant aux États-Unis, et Joe Gonzalez possède un redoutable punch, surtout dans son poing gauche. Rugby à 15, après 7 matchs, Brive est l'officieux champion d'automne, mais l'une des plus belles performances de la journée d'hier a été réalisée par Dax. Dax qui a réussi à battre sur son terrain l'équipe de Montferrand, ce qui est une performance. Un reportage de notre station de Montferrand. Vous allez voir les joueurs de Dax qui jouent à gauche sur votre écran en maillot sombre. Ils vont fournir un match étonnant. Suivez bien le premier essai de Duvignac. Le voici, 8-0, car Duberger avait ouvert le score sur coup franc. Dominés au paquet, les Auvergnats vont tout de même réussir à faire illusion un instant. Sur un essai de Barrier, ici, consécutif à une attaque menée par Lasserre et Pujol. 11-6 en faveur de Dax, c'était le score à la mi-temps. En deuxième mi-temps, nous allons voir évoluer une équipe de Dax en pleine euphorie. Les Auvergnats privés des services de Rougerie, Thomas, Darbas, James et Pratt allaient multiplier les erreurs et on assistait à ce spectacle incroyable. Montferrand, l'équipe vice-championne de France, bousculée à 5 mètres de ses buts en mêlée ouverte. Nous allons voir cette mêlée ouverte et Duberger qui surgit et marque l'essai, aussitôt transformé par ses soins, 16-6. Il y eut bien quelques éclairs dans les rangs de Montferrand grâce à Pébert, ici, le demi-mêlée international qui se fit remarquer par des départs rageurs, grâce aussi à Barrier, que nous avons déjà vu tout à l'heure marquer un essai et qui va en inscrire un second. La marque est alors réduite à 16-9, mais à Montferrand, on persiste à laisser jouer, à ne pas cadrer l'adversaire, et Dax va encore en profiter. Regardez cette interception du petit junior Fréchat. Il s'en va à l'essai tout seul, comme à la parade, 27-9, car un drop et un coup franc landais avaient déjà grossi la note. Nous allons voir le dernier barreau d'honneur de Montferrand. Le numéro 3, Barcaro, va marquer l'essai, 27-12, c'est le score final en faveur de Dax.
Mais les 8000 spectateurs de Clermont-Ferrand n'ont pas encore compris ce qui s'était passé. Je vous laisse apprécier tout de même ce dernier essai de Barcaron. Très bel essai. Une dépêche de dernière minute, les syndicats des électriciens ont résolu aujourd'hui à Londres de mettre fin à la grève du zèle des 125 000 employés de l'Electricity Council de Grande-Bretagne. Il s'agit de la compagnie d'électricité anglaise. Voilà une bonne nouvelle pour les usagers britanniques. J'appelle maintenant la bourse. Michel Tardieu, est-ce l'approche des fêtes, mais il semble que quelque chose se dégèle et qu'une espèce de demi-sourire revienne à la bourse. Bien Georges, je ne sais pas si ce sont les dames qui y sont pour quelque chose, mais la bourse est meilleure et les messieurs n'auront pas l'excuse de la morosité du marché pour ne pas faire de cadeaux pendant les fêtes. C'est encore une bonne séance, le mouvement de reprise qui s'était amorcé à la fin de la semaine dernière se poursuit. Il est un peu trop tôt pour dire si c'est un vrai retour à l'optimisme, si ce sont les investisseurs institutionnels, décidément ça part mal, les investisseurs institutionnels qui reviennent sur le marché parce qu'ils s'apercevaient qu'on baissait depuis trop longtemps, ou si certaines sociétés sont amenées à soutenir quelques titres. En tout cas, le résultat est une reprise quasi générale, tous les compartiments sont en progrès très net, et parmi les facteurs d'optimisme, il faut bien noter une amélioration de la conjoncture. À l'heure actuelle, à la veille des fêtes, le thermomètre de la conjoncture se place à côté de la caisse enregistreuse des grands magasins, et dans les grands magasins, ça va mieux depuis le début du mois de décembre. Le mois de novembre avait été assez décevant, mais les 10 premiers jours de décembre sont nettement au-dessus de ce qui avait été fait comme chiffre d'affaires au début de décembre 1969. Autre facteur encourageant, la balance commerciale de novembre qui a été encore équilibrée. Mais les boursiers regardent toujours vers le ministère des Finances à la fois pour savoir si d'autres mesures vont être prises pour accélérer le développement économique, pour accélérer l'expansion, et aussi en se demandant un petit peu quelles sont les mesures proprement destinées à la bourse que prépare le ministère des Finances. Vous savez que M. Giscard d'Estaing a dit que pendant le premier trimestre de l'année prochaine, ses services allaient étudier un certain nombre de réformes concernant le marché financier, et les spécialistes se demandent si ces réformes ont quelque rapport avec l'attitude nouvelle adoptée par la COB. En effet, depuis 2 ans qu'elle existe, la commission des opérations de bourse était plutôt une dame très réservée, un petit peu timide, et puis d'un seul coup on a l'impression qu'elle a mangé du lion. Dans son dernier bulletin, la COB commence par clouer au pilori les sociétés qui ont du retard dans la publication des informations que la loi exige. Ensuite, elle conseille à tous les présidents de prendre dans leur société un responsable de l'information. Et la COB dit très simplement que si les commissaires aux comptes ne sont pas suffisamment payés pour faire correctement leur métier, eh bien, il faut simplement relever leurs tarifs. C'est une idée chère à M. Châtenay, le président de la COB, qui a toujours dit que les commissaires aux comptes devaient être les vrais garants des intérêts des actionnaires. La COB, enfin, a décidé de demander aux SICAV de donner chaque trimestre des informations sur leur gestion et de publier également un certain nombre de renseignements caractéristiques sur ce qu'elles ont acheté et sur leurs résultats. Et la COB souligne que cette mesure est rendue nécessaire par le développement des SICAV et par un certain nombre de méthodes commerciales nouvelles. Cela implique probablement que la COB pense aux démarcheurs à domicile. Monsieur Châtenay, en plus, a pris la parole jeudi soir et devant des spécialistes réunis par l'Institut d'études bancaires, il a fait des déclarations que les spécialistes étudient mot par mot aujourd'hui. Il a notamment déclaré « Nous serons obligés de nous demander lucidement et honnêtement si nous pouvons faire face à l'élargissement du marché avec la primauté du juridique, la survivance de privilèges et de mécanismes estimables mais anciens et teintés d'un certain ésotérisme. » Vous voyez que le président de la commission des opérations de bourse n'est pas tout à fait tendre pour le fonctionnement actuel du marché de Paris. Et je le répète, les boursiers aujourd'hui se demandent un petit peu s'il y a un rapport entre ce retour en force de la COB et les projets du ministère des Finances. Sur le marché de l'or, la barre est en légère baisse, tandis que le lingot... Non, c'est le contraire, la barre gagne 5 francs alors que le lingot est en légère baisse. La plupart des pièces, elles, sont en progrès. Aux rentes, le Pinet gagne 30 centimes. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Georges Walter. Eh bien, là-dessus, notre journal est terminé. Merci d'avoir passé avec nous ces 33 minutes.